Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Bonjour, chers amis de TVCO. Ça fait longtemps que vous m'attendiez. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie de venir vous voir. Toujours est-il qu'on a réussi à s'ajuster, la télévision et moi, et mon ami Rosaire, qui sera avec moi le plus souvent possible. Il n'a pas voulu se commettre, dis-je bien, là. Il va venir aussi souvent qu'il va pouvoir, n'est-ce pas? Allô Jean-Claude, ça me fait plaisir de me joindre à toi pour cette nouvelle série, en espérant que je puisse faire un accompagnateur à la hauteur, je dirais, de ceux qui m'ont précédé à la même tâche. Hein? Parce qu'on sait que par le passé, tu as eu des partenaires d'entrevues ou de comptes qui ont été très chevronnés, on va dire. Chevronnés. Alors écoute, en autant que je pourrais m'arriver à la cheville de ce beau monde, j'en serais satisfait. Enfin, on essaiera de faire ça très décontracté et plutôt sympathique entre nous. On va aller tranquillement, puis on va voir avec ça. Ce qui est important, c'est qu'on réussisse à faire des messages clairs pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent. Alors, chers amis, je vous reviens avec cette nouvelle chronique-là, avec mon ami Rosaire, mais il faut qu'on prenne le temps de vous expliquer qu'on n'est plus dans les années 35-36 comme on était. Ouais. On est maintenant en plein milieu de la dernière guerre mondiale en 1942. Bon. En 1942, vous allez apprendre, je ne sais pas à quelle page on va vous dire ça, mais qu'il y avait différents problèmes à Baie-Saint-Paul. On ne vous parlera pas beaucoup d'outre-mer. Ce qui s'est passé dans la guerre outre-mer, la plupart l'ont lu puis le savent. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe chez nous. C'est ça, chez nous, dans Charlevoix et à Baie-Saint-Paul. Tu as absolument raison, c'est dans ce sens-là que je l'ai écrit. Eh bien oui. Bon. Puis on va... Parce qu'effectivement, ce qui s'écrit dans les grands livres, là, c'est l'histoire générale. C'est la Grande Guerre au niveau du monde entier, mais localement, c'est très peu connu. Alors, tu es là un peu pour nous vulgariser tout ça, là. On va essayer de traduire ça en langue intelligible pour tout le monde, ce qui s'est passé. Parce que moi, ce que je raconte ici, c'est clair, je ne l'ai pas inventé, puis je ne l'ai pas lu quelque part. Ce sont des vieilles personnes de Baie-Saint-Paul qui me l'ont raconté. Raconté à force de questionner. Pour en savoir plus long. Bien, prenez un exemple. Quand je vais parler des avions qui volaient en rase-motte ici à Baie-Saint-Paul, quand ils ont commencé à traverser Outre-mer, c'était en 1942, bien, les avions, ils arrivaient par le tracé encore actuel des avions, puis il y a une vingtaine d'avions avec des moteurs à gasoline. De ce temps-là, c'était énormément bruyant. Puis quand ils arrivaient sur le dessus des côtes là, de Saint-Antoine, bien là, ça apeurait tous les animaux. Ça devait gronder pas à peu près, hein? C'est ça. Ah, Ça oui. grondait, c'était un bruit infernal. Et puis, les gens n'étaient pas préparés à ça. On avait encore vous vous rappelez de ça, messieurs, dames, les clôtures de pieux. Ouais. Clôtures de pieux, là, quand 2-3 vaches chargeaient dans l'empagé de clôture, c'est certain qu'elles ne résistaient pas. En fait, un avion qui arrive dans la Deuxième Guerre au-dessus de Baie-Saint-Paul, c'est un peu comme la première voiture qui circule avec Forgette dans Baie-Saint-Paul au début du siècle. C'est à peu près la même comparaison. C'est à peu près ça, oui. Bien, je l'ai décrite dans mon 3e volume. Il passait un convoi comme ça, alors que Mme Germaine, la bienfaitrice de notre petit Paul, s'en allait prendre le train. Puis c'était arrivé juste à la sortie du pont. Les autos étaient tout arrêtés, puis tout le monde regardait au ciel. Puis les avions étaient rendus sur le Cap au Corbeau, puis c'était encore bruyant, les gens se tenaient encore les oreilles. On a vu se rappeler aussi, bien, pas se rappeler, mais on a entendu parler du R100, quand il a passé au-dessus du Saint-Laurent. Quelle émotion, quelle commotion même que ça a créé dans les populations riveraines. Hein? Exactement. Alors, on y va. Ce que je viens de vous dire, là, ces choses-là, c'est réel. Quand dans mes 2 premières pages de ce cahier-là, c'est des remerciements. Je remercie ici M. Vianney-Bouchard. Dans ce temps-là, il avait 88 ans, mais il y en a 90 aujourd'hui. C'est lui qui m'a raconté l'histoire des avions. OK. Hein? Puis Vianney, comme j'ai travaillé avec lui durant 30 ans, puis on est des amis depuis 50 ans, écoute... Et des voisins? Oui, des voisins. En plus? Il a pas essayé de me dire des choses que je viendrais dire à la télévision qui seraient mensongères ou quelque chose du genre. J'ai pleine confiance. Ça a été la même chose avec M. François Morin, qui avait 83 ans dans ce temps-là, avec M. Origène Dufour, qui est décédé, avec mon ami Robert Leblanc,
qui est décédé aussi. Albany Labranche, que je viens de perdre à 90 ans. Tu as une brochette d'informateurs là, qui sont quand même assez chevronnés, assez solides. Hein? Ben voyons, Ah, oui. son cousin, Jean-Louis Ferland, que j'ai appris la dernière fois au funérailles d'Albany, qu'il y avait 7 jours de différence. Puis rendu ici, je parle de Rosaire Tremblay, ex-professeur historien qui m'a fourni tous les volumes, etc., etc., etc. Des artefacts un peu en lien avec la Bon, Deuxième Guerre mondiale en particulier. Madame Charlotte Harvey qui m'a fait des jours, puis Madame Jacinthe Timor qui m'a préfacé ce livre-là. Eh oui. Ça fait que je pense j'en ai assez dit, Rosaire, pour savoir là, qu'on n'est plus, je ne l'ai pas dit comme il faut, qu'on n'est plus en 1936. Là. Ah. Là, on est en 42 au milieu de la guerre. Ah, c'est ça. Ça fait que là, Mme Germaine, vous savez que dans le dernier volume, dans le tome 4, Mme Germaine s'était fait un ami. Un ami, c'était le grand capitaine de Meule. Puis elle a décidé d'aller rester à Québec. Parce que le capitaine de Meule, il est capitaine sur les prises de glace. Oh. Puis il débarque à l'occasion. C'est une petite maison proche. Il ne demeurait pas à Baie-Saint-Paul, lui. Non. Non. C'était un type des éboulements. OK. Bon, pour te situer comme faut, elle l'a connue quand elle était allée relever sa fille aux éboulements, celle qui avait eu les jumeaux. OK. Bon. Bon. Fait qu'on commence à démêler les parentés. Les personnages se positionnent, là, tranquillement. oui. Là. Ouais. Puis là, ben, on va s'apercevoir dans ce conte-ci, ce livre-ci, que Mme Germaine fait moins partie du personnage principal qu'avant. C'est plus amené ça chez son petit Paul. OK. Son petit Paul, c'est vous le savez, puis on va le décrire tantôt ici, c'est un jeune orphelin de mère qui a eu des problèmes de santé, fait du sanatorium, etc. Et que Mme Germaine, comme on disait dans ce temps-là, a pris en élève. Ouais. En élève, on disait, Très fréquent. va l'élever, cet On enfant-là. va l'élever, c'était pas compliqué. Mais il y avait eu une espèce d'altercation entre Mme Germaine et le père de l'enfant, parce que monsieur, le père de l'enfant, il voulait aller rester sur Germaine, lui aussi, en même temps que l'enfant. Non, non. Petit Paul seulement. Non, c'est là. Bon, tu penses-tu qu'on pourrait commencer avec ça? On attaque. On Allez. attaque? Bon, on attaque. On attaque avec une lettre de Tipol. On commence avec ça. Tipol, un an après, il était au lac Brûlé, puis vous allez voir ce qu'il dit à sa bienfaitrice. Quand du lac Brûlé, le 19 août 43, tu vois qu'on est un an après. Bonjour, Mme Germaine. J'ai hâte de vous donner de mes nouvelles, mais j'ai pas pu le faire avant parce que j'ai beaucoup d'ouvrages, car je suis le seul mesureur ici. C'est dimanche, là, puis j'en profite pour écrire à tout mon monde. Je commence par vous, Mme Germaine, parce que c'est grâce à vous si je suis devenu mesureur licencié et que je travaille ici avec François, mon boss, mon professeur, mon ami. Mais j'ai aussi une autre très, très bonne raison. Devinez. Devinez pas, hein? Vous rappelez-vous que ça fait un an aujourd'hui que Léopold et Gabriel sont venus me reconduire à Saint-Ferréol, chez François et Marie-Blanche, parce que j'avais eu ma discharge de l'armée à cause de mes poumons, ma tuberculose. Et notre jeune mesureur, de laisser tomber sa plume, de se fermer les yeux, afin de mieux se souvenir. Oui. En septembre prochain, précisément le 7 septembre 42, il y aura 6 ans déjà, qu'il commençait sa 10e année à l'école des frères Maris à Baie-Saint-Paul. En effet, que de souvenirs, que d'anecdotes, que d'événements dignes de mention se sont succédés depuis qu'un soir de janvier 36, tu vois la relation, là, Léopold et Arthur, son beau-frère, l'avaient ramené avec eux, alors que, seul dans la maison de son père, il essayait de jouer sur son violon, son cadeau de Noël, ce qu'il avait entendu en écoutant grésiller son vieux radio à batterie. Tu te rappelles de ça, le vieux radio? Oui, bien, la batterie, non. Ouais. Pas Mais tu te rappelles des grésillements? Les grésillements, oui. Bon. Ça, les moustiques, comme on l'appelait. On va faire parler Arthur. Ça n'avait pas de bon sens de laisser cet enfant-là tout seul, avait dit Arthur à sa belle-mère en revenant à la maison de la maison de M. Alexandre, où il était allé réparer la vieille laveuse à linge.
Puis il avait ajouté, « Viens dit, habille-toi, prends ton violon, puis viens-t'en avec nous autres. Je vais te montrer à jouer du violon. Tu vas voir, ça sera pas bien là. Ah. » Que de souvenirs. Oui, des souvenirs. La visite de sa sœur Yvonne avec le gros Jack, son mari. Toute l'histoire presque invraisemblable du gros pain. Puis la cabane à sucre, la culture du tabac avec M. Saül, etc., etc., etc. Quand on parle du gros pain, on parle de Ah, le gros pain. Ouais. On parle d'un gros pain blanc qui était... qu'on a acquis. Parce que, pour se situer où on est là dans la guidonnerie, c'était la première goudonnerie du temps de Jean Talon. Oui, on parle du pain de l'abbé Jean-Paul, là. Oui, Hein, oui. c'est ça, le gros pain qui parle, là. Oui, le gros pain loin, loin. Ouais, Puis il y avait tout près de 4 pieds de diamètre. à peu près. Bon. Puis ce pain-là, ben, il avait été vendu parce qu'il était assis à terre à Léopold. Puis Léopold avait accepté de l'abattre, mais il attendait d'avoir de l'aide pour l'apporter au moulin chez Odilon Boilly pour le faire scier, parce qu'il avait besoin de 2 morceaux de 12 par 24, 24 pieds de long. Je te dis, Jean-Claude, il fallait être audacieux de s'attaquer à un pain de plus de 4 pieds de diamètre. C'est un seigneur des lieux, cela, là, hein? Un pain Oui, d'à peu près 400 ans, hein, ou environ, Oui, exactement. qui a vu voguer les premiers bateaux de nos explorateurs, les Mérillons et autres, hein, et compagnie. Alors, c'est quelque chose de dire, hein, je m'attaque à un arbre de cette seigneurie-là. Ben oui, c'était spécial. C'était spécial jusqu'au point suivant. François, qui est parti pour le travailler pour Abitibi, c'est suite à une altercation entre son frère Léopold et lui. Lui, François, il voulait bûcher la terre, Ouais. puis incluant les arbres. incluant ça. Puis Léopold n'avait pas voulu. C'est à partir de là que François était allé s'engager puis devenu contremaître en forêt. OK. Puis Léopold avait conservé ça, puis il vendait à peu près à tous les ans, parce que tu sais qu'à ce moment-là, combien il se construisait de goélettes par année. Dans tout le comté, là, une bonne vingtaine, au moins. Beaucoup de goélettes. Puis la seule place pour avoir des mâts, les capitaines, ils arrivaient tous là. Mm. Bon. Puis ils venaient, puis c'était eux autres, les capitaines, qui choisissaient leur mât en voyant un arbre debout. Ils Ah disaient, celui-là. Ah oui. Bon, puis lui, Léopold allait y faire une marque, soit un coup d'arche qu'on appelait natch communément. Puis il l'abattait. Celui-là, il est bon. Puis ça serait le temps que je raconte comment ça s'est. Comment on faisait un mât de bateau. On l'abattait, Oui. puis là, on le skidait, on le traînait sur la neige. Hein, Est-ce qu'on coupait un peu de longueur par rapport à la longueur désirée avant de le traîner? Il laissait à peu près toute l'arbre. Il y avait l'arbre Ouais. qui était gros de même en bas, normalement, à peu près. Là. Puis il coupait à 6 pouces en haut. OK. Ça veut dire qu'il pouvait avoir... Une quarantaine de pieds. 40 à 50 pieds, Ah puis ouais. souvent plus. Mm. Fait qu'il descendait l'arbre comme ça. Puis c'est ça que je veux apprendre aux gens, parce que moi, j'ai trouvé ça curieux quand je l'ai appris. Il fallait l'enterrer, l'arbre. On attendait le printemps, là. Puis on l'enterrait. Bien, ça donnait que là, il y avait une espèce de prairie où il y avait du sol. Il faisait 2-3 raies de charrue, là. Puis il pelletait ça chaque bord, où ce était le pet. Puis il roulait dans ça, puis il Parce l'enterrait qu'il après. roulait rien qu'avec des C'était pour y cartons. enlever l'écorce, ça. Pour le laisser mourir. Laisser mourir. Pour pas, avec Est-ce que son l'écorce se détachait à ce moment-là? Elle se détachait pas pour tomber à terre. Non, non. Mais tu étais capable de l'enlever facilement. Puis l'arbre, si tu l'avais laissé là-dedans jusqu'à l'automne, Ah, au jusqu'à moins l'automne. jusqu'à l'automne. Et là, tu étais capable d'aller le porter au navigateur qui l'avait acheté pour continuer de faire Construire les leur job. goélettes. Sur ces belles paroles, mon ami, on va aller se reposer. Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes. Et promets-moi que tu seras. Nous sommes de retour, messieurs, dames.
avec l'histoire que je vous ai proposée il y a quelques minutes. On vous a donné beaucoup de renseignements extra qui n'étaient pas dans ces pages-là. Mais, On déborde un peu. C'est voulu. Hein? oui, c'est voulu. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes avec moi. Ça met de la couleur. Il faut me faire déborder puis expliquer des choses que je n'aurais pas expliquées. Là. Si je n'avais pas parlé, comment est-ce qu'on enterrait un pain, là, tu ne le savais pas, toi. Ah ben non. Puis, moi non plus, quand on me l'a dit, je ne savais pas. Fait que s'il y a plusieurs gens qui vont l'avoir appris aujourd'hui. De ces pains-là, soit dit en passant aussi, Jean-Claude, il s'en est vendu beaucoup à la marine marchande de l'Europe aussi à Oui, l'époque. oui. On Avant, en exportait avant. Oui, tu as absolument raison. Paul, il avait appris l'histoire de la cabane à sucre, l'histoire du gros pain, parce qu'il avait travaillé avec l'histoire du gros pain. Ouais. On y avait fait mettre les break chaînes après la voiture qui contenait le gros pain, puis il avait mis le break chain à l'envers, puis il s'était démanché, puis les chevaux avaient fait une vilaine descente. Non. En fait, c'est là que François avait dit, Léopold, dispute-le pas. Parle-y pas fort, tu vas le geler, tu ne seras plus capable d'en bien faire avec. Faut que tu le prennes en douceur. Dis-y tranquillement, Tranquillement. il va comprendre. Ouais. Puis on va l'amener. C'est tout le temps comme ça dans la vie. C'est ça. Il avait fait faire le voyage, puis il avait fait mettre le break chain pour descendre la côte à Eugène. Puis là, il l'avait vanté, puis il va dire, ah, t'as bien réussi, c'est beau. Tu vas le savoir à cette heure? Oui, oui, je le sais pour toute la vie. Bon. Bon. Un code réglé. Là, c'est là que bon. Puis là, ben écoute, il est chez Mme Germaine, là, puis il va à l'école. Il fait sa 8e puis sa 9e année avec ses 2 institutrices, rien qu'à moi, se plaisait-il de redire. Tous ses nombreux apprentissages disent bien avec Léopold qu'il traitait comme son petit frère. Puis son certificat de 9e année, qu'on lui avait encadré et accroché au mur. Ensuite, sa 10e année, où il avait encore réussi, avec grande distinction. Et ça, grâce à la belle Gabrielle, la femme de Léopold, qui avait remplacé Mme Germaine, partie à Québec, avec son beau grand capitaine de Meule. Tu as vu tout ce que je t'ai dit en entrée, là? Ça commence à se préciser. Oui, ça se place, là. Ça se place. Et c'est son père, M. Alexandre, le président de la commission scolaire, qui avait insisté. « Dis, Paul, mon homme, t'es jeune, t'as rien que 16 ans. Finis donc ton cours commercial. » Alors, il avait été difficile à convaincre, car il répliquait « François m'a promis qu'il m'engagerait quand j'aurai mon diplôme de mesureur. » Finalement, c'est Benoît, le futur vétérinaire, qui l'avait convaincu en lui disant « Écoute, ben, petit Paul, moi, là, c'est ma 14e année d'études, puis j'en ai encore pour 3 ans avant d'être reçu vétérinaire. Puis j'ai déjà 21 ans. Tu sais que j'ai hâte de me marier avec Béatrice, avait-il ajouté, pour finalement entendre petit Paul philosopher. OK, d'abord, elle serait un plus savant, puis c'est tout. Plus on va à l'école, plus on a de bagages. C'est Hein, ça. oui. Et il s'était sérieusement remis à l'étude pour finalement graduer en 12e année commerciale avec grande distinction en juin 1939, et ça à la très grande fierté de tout son entourage et à la sienne aussi, bien sûr, car il se plaisait à dire, presque avec opulence, « Je pourrais même aller travailler à Québec. Oh. Il y a des prétentions, hein? » Ah. L'école commerciale où il était, c'était ici à Baie-Saint-Paul, ça? Où Non, est-ce non, que- ici, c'est pas bien, oui. Oui, Les Chez les Frères Maristes? Maristes. Chez les Frères Maristes, OK. La 12e année. OK. T'étais pas arrivé à Baie-Saint-Paul. Ah non, je ne connaissais pas là-bas que la section commerciale. Ah, il faisait une 12e année commerciale. Scientifique, classique et Il y avait ça. général, mais il y avait le commercial Je ne aussi. qu'il y avait 25 élèves, là, mais il Non. était toujours 7-8. OK. Il avait la chance d'avoir un prof. Des hein, cours, bon. des cours dispensés probablement par les Frères Maristes eux-mêmes ou C'est par ça, des laïcs qui les Frères étaient Maristes les Frères eux-mêmes. Maristes? Bon. Il pourrait même aller travailler à Québec. Oui. Rien de moins. Puis, en septembre suivant, il arrivait à Duchesnay, où il commençait son cours de mesureur classificateur. Encore là, il excella pendant les 2 années que durait ce cours spécialisé. Il était toujours le premier avec des notes vraiment impressionnantes. Son cours commercial lui donnait un même très net avantage sur ses confrères qui, eux, n'avaient souvent qu'une 10e année
et quelquefois même qu'une simple 9e année. Imagine-toi, Oui, il ça y non. arrivait avec une 12e année. Ah, voyons. Il avait un bout de fête. C'est, par rapport dans aux ce autres. temps-là, quand un allait aux études supérieures un peu, il ressortait du milieu, hein? Ben C'est voyons. évident. Mais on commence à s'en venir sur... il y a un sous-titre ici là, que vous ne voulez pas dire, mais je vais le dire pareil, pour vous faire comprendre qu'on s'en vient. La conscription inquiète et dérange. Mais au commencement de juin 42, vous savez qu'il était à l'école, il était à Bulchéné. Il avait reçu 2 lettres très importantes. Une première signée de M. Harris lui-même, le responsable du département de la foresterie chez Abitibi Paper de Beaupré, qui lui offrait un emploi de mesureur sur présentation de son diplôme. Même si François y était certainement pour quelque chose dans cette missive, il l'avait rendu fou de joie. Il exhibait la lettre, la faisait lire à qui le lui demandait, et clamait « Je commence à travailler pour la compagnie Abitibi aussitôt que j'ai mon diplôme. » Ça, il allait probablement sur les terres du séminaire à ce moment-là pour travailler. C'est Là, hein? Ouais. Plusieurs de ses compagnons l'enviaient, le jalousaient même. Mais sa joie fut de courte durée, car le lendemain, son directeur lui remettait une autre lettre, celle-là de couleur brune. Oui, un major du ministère de la Défense à Ottawa enjoignait M. Paul Lajoie de se présenter à la base militaire de Valcartier le 15 juillet courant pour évaluation médicale. Oh, oh. Cette nouvelle le déstabilisa tellement qu'on dut le transporter à l'infirmerie. Il était devenu une toute autre personne du jour au lendemain. Ça sonne, hein? Oh. Ça sonne. C'était pour lui un coup Là, de marche dans le front. t'es conscrit, là. Oui. Mm. Il Pas a évident. reçu- Oui, tu as absolument raison, il n'était plus là. Ouais, non, là, il est complètement perdu. Ouais. Là. Il a reçu son diplôme presque sans intérêt. Si bien que François et Marie-Blanche, qui étaient venus pour sa graduation, n'eurent aucune difficulté, dis-je bien, à obtenir du directeur la permission de le ramener à la maison afin de consulter un médecin et peut-être même l'hospitaliser, tellement il était abattu et déprimé. C'est sûr que ça baisse qu'il lui a pris là, et nature peut-être à l'éloigner un peu. Là, hein. Les gens de Valcartier ont dû dire ouais, il est faible un peu, lui, là. Ouais, Il était je motif. comprends avec ça. Il avait son diplôme, c'était le premier de classe, mais on voit bien que c'était un petit gars faible C'est ça. qui a besoin d'être réconforté. Ouais, puis il n'est pas capable d'aller sur les champs de bataille. C'est ça. En clair, c'est ça. C'est exactement. Ses nouveaux protecteurs lui firent voir un médecin à Beaupré. Celui-ci lui prescrit bien une certaine médication qui ne s'avéra pas très efficace, cependant. Si bien que la semaine suivante, quand François revint à la maison et le trouva aussi déprimé, il décida qu'une seule personne pouvait le guérir, c'était sa mère, Mme Germaine. Oui. « Viens, dit-il au jeune homme à l'air absent, ailleurs. On va aller chercher maman à Québec, puis elle va aller s'occuper de toi à Baie-Saint-Paul. » Cette phrase magique alluma une sorte de lumière sur le visage terne du jeune adulte et le fit même timidement sourire. « OK, dit-il, en se levant, lui qui avait passé la semaine au lit. François laissa son épouse l'aider à ramasser ses affaires et chargea sa grosse valise dans la voiture. Il l'invita ensuite à le suivre, dis-je bien, et dut insister pour qu'il salue Marie-Blanche et les enfants. N'en pouvant plus, il lui dit « T'es plus le petit Paul que je connaissais. » Ça prenait une lettre brune. Ouais. Pour complètement déstabiliser un homme. C'est ça. Quelle ne fut pas sa surprise de l'entendre lui dire « Madame Germaine, elle va me guérir. » Vois-tu la confiance? Ouais. « Va falloir que tu t'aides, lui répondit François en l'amenant vers Québec. « Où est-ce que tu vas, mon petit homme? T'as bien l'air abattu, lança Germaine en apercevant son petit Paul et en le serrant bien fort dans ses bras. Pendant qu'il pleurait à chaudes larmes sur l'épaule de sa bienfaitrice, François eut au fait de la mettre au parfum les derniers événements.
La réponse ne se fit pas attendre. On voulait justement le passer une semaine ou deux à Saint-Paul, dans Saint-Germain, avant d'ajouter. Mon homme débarque justement ce soir. Là. Demain, on va prendre le train, puis on va aller s'occuper de toi, mon petit homme, ajoutait-elle, en lui essuyant le visage avec le rebord de son grand tablier blanc. Tu sais comment ça faisait, les gars. François lui offrit de le conduire, mais il refusa. Non, 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 laisse faire. Va te reposer, t'occuper des enfants puis de Marie-Blanche. T'es bien fin. Merci beaucoup. Tu t'es bien occupé de lui, va. La vieille institutrice, mère de famille, grand-mère au cœur d'or, venait de prendre les choses en main. Puis, en début de soirée, elle venait tout juste de fermer sa radio après avoir écouté Séraphin. Ah oui. Hein? Qu'elle n'aurait pas manqué pour tout l'or au monde. Quand son vieux loup de mer arriva et vit Paul dans cet état lamentable, il trouva immédiatement les bonnes paroles pour rassurer ce jeune homme qu'il aimait bien, mais qu'il ne reconnaissait plus. Voyons donc, Paul, c'est de t'en faire, va. Je la connais, ton histoire. Germaine me l'a raconté. Il n'y a pas de danger que t'ailles à la guerre, il peine rien du monde en parfaite santé. T'as les poumons fragiles, t'as fait du sanatorium, ils vont s'en apercevoir ça en t'examinant. Et pas peur. J'en connais plusieurs des jeunes hommes qui ont été refusés pour bien moins que ça. Mon pauvre petit garçon, cesse donc de t'énerver pour bien. Un mince sourire illumina alors le visage très pâle du jeune homme. Germaine fit un clin d'œil à son homme, qui s'empressa d'ajouter. Si tu sortais ton violon, et que tu nous jouais un air ou deux avant qu'on se couche. Le jeune homme opigna de la tête, se leva, et son sourire, bien que timide, ressemblait plus un peu à un vrai sourire. Oui, ça l'a remonté les batteries un peu, là, tout ça. Là. Ça l'a motivé, et puis ça le sort un peu de sa période sombre. Hein? Parce que là, il pensait à ça. Là. Oh, c'est sérieux, là. Mais il n'était pas en instance de se marier non plus, ce jeune homme-là. Hein? Non. Il n'avait pas passé. Il n'y avait pas encore. Mariage, il n'avait pas passé. Il n'y avait pas de dulciné dans son environnement. Non. Il avait déjà vu une belle petite fille aux aboulements. Puis il l'avait cherchée, puis. Parce ça fait longtemps qu'il se promène aux aboulements avec les autres. Ben oui. Puis la petite fille, il avait appris à un moment donné, 1 an ou 2 après, que la petite fille était mariée. Puis bon, tu vas rire, là. Le jeune homme a pignon de la tête, on l'a dit tantôt, puis il avait fait un vrai sourire. Dès leur arrivée à Saint-Paul, le lendemain, vers l'heure du souper, notre jeune mesureur souriait déjà presque normalement. M. Tibleu, le taxi, fut très heureux de leur offrir ses services à leur descente du train. Il avait déjà commencé à raconter à Mme Germaine tout ce qu'il savait de patinage. Eh oui. Quand celui-ci lui dit « C'est assez, là. Vous m'arrêterez sur le docteur Dufour, s'il vous plaît. » Docteur Jean-Guillaume. Hein? Docteur Jean-Guillaume Dufour. Jean-Guillaume. Ah oui. Pendant qu'ils vont sur le docteur Dufour, nous autres, on va aller à la pause.